Bonjour tout le monde. Comme ça a été dit, l'objectif de ce talk aujourd'hui, ça va être de vous présenter un use case et une architecture de bout en bout. En gros, ce que je vais faire, c'est que dans ce use case-là, je vais parler à la donnée, les fameux talk to my data. Et en fait, c'est des sujets qui sont très demandés par les clients en ce moment. Et donc, l'objectif, ça va être de parler en langage naturel, de poser des questions via un agent, et ensuite d'avoir des réponses pour justement avoir de la pertinence et répondre aux besoins des utilisateurs métiers. Alors, quelques mots sur moi. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google Developer Expert. Je suis aussi Head of Data chez GroupBiz. GroupBiz, on est un groupement d'experts tech et de freelance tech sur la place francophone. Je suis aussi Docker Captain. Et un truc qui n'a rien à voir, je suis supporter du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que j'ai mis le petit logo là. Je sais que ça ne vous apporte rien. Mais comme on en vient de gagner la Ligue des Champions et qu'on a fait le back-to-back, je suis quand même content, même si je suis en terre lilloise. Allez Paris. Voilà. Merci. Merci pour les applaudissements. Je sais qu'on est à Lille, mais c'est pas grave, je voulais quand même le glisser, histoire de. Je suis aussi actif sur les réseaux, donc j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je partage des contenus tech, data, cloud, DevOps autour du cloud GCP. Donc n'hésitez pas voilà, à me suivre si mes contenus vous intéressent. Donc, pourquoi les agents IA pour la data? Alors, comme je l'ai dit, la plupart du temps, quand on travaille sur des projets data, il y a des métiers qui demandent forcément des KPI, d'accéder à la donnée. Et parfois, il y a des demandes d'évolution qui se font. Et le temps que les équipes data développent ces évolutions, ça prend du temps. Il faut faire les data pipelines, il faut faire l'orchestration data. Souvent, on va faire aussi des expositions dans des dashboards, que ce soit Power BI ou Looker ou autre, et on va les exposer à nos utilisateurs métiers. Donc, le problème de ce workflow-là, c'est que ça prend du temps. Et souvent, c'est un ticket à ouvrir, c'est des evols data complètes qui font que forcément, ça prend du temps. Et forcément, les agents IA pour la data, pour parler à la data, ça va répondre à ce besoin. Et ce que ça va faire, c'est que ça va permettre d'interroger en langage naturel nos données, de les demander. Et donc forcément, cette accélération va faire qu'on va pouvoir répondre à la donnée beaucoup plus rapidement. Un utilisateur métier ne va pas attendre tout le workflow de développement des équipes data. Il va pouvoir demander des KPI. Et ça va être vraiment intéressant parce qu'on va améliorer l'accès à la donnée, on va l'accélérer, ça va être beaucoup plus rapide d'accéder à nos données, à nos KPI et tout ça. Et donc, on va démocratiser l'accès à la donnée. Donc, tout ça, bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est que ça va apporter de la valeur métier, améliorer le time to market, et comme je l'ai dit, accéder à la donnée beaucoup plus rapidement. Nous, on a des clients qui nous demandent des use cases comme ça, parce qu'ils veulent vraiment pouvoir y accéder beaucoup plus rapidement et pouvoir explorer la data. Donc ça, c'est vraiment un accélérateur et ça permet d'apporter de la valeur aux utilisateurs métiers et donc, forcément, c'est intéressant. Pourquoi c'est difficile sans agent IA? La plupart du temps, ce qu'on fait, comme je l'ai dit, c'est qu'on va leur exposer des dashboards, mais les dashboards ne vont pas leur permettre de faire tout le travail exploratoire qu'ils souhaitent. Donc, ce qu'on fait dans des équipes data, c'est qu'on leur expose parfois des ensembles de données, ce qu'on appelle des datasets dans le jargon de BigQuery, mais après, dans d'autres data warehouses, c'est le même principe. Et en fait, on leur donne quand même parfois accès à des ensembles de données, et donc ça fait que les métiers ont quand même besoin de connaître le SQL et de comprendre le SQL. Comme vous vous doutez bien, le SQL, c'est un langage universel assez simple d'accès, mais pour des utilisateurs non-tech, ce n'est pas forcément simple d'y accéder. Les utilisateurs métiers, même si on leur facilite les choses, on leur fait de la modélisation clé en main, c'est quand même difficile pour eux de comprendre les modélisations, d'accéder à la donnée, etc. Et parfois, il y a des notions un peu techniques dans le monde SQL ou dans des data warehouses qui font qu'ils ont besoin de faire des casts. Et donc, il y a une certaine complexité pour eux. Et il y a aussi un détail, moi je l'ai vécu chez un client, c'est qu'à un moment, on leur avait exposé des datasets clés en main avec des données. Et en fait, ils avaient développé leur propre KPI de leur côté. Et en fait, leur requête SQL commençait à être très très longue. Elle n'était plus lisible et maintenable. Et donc, les utilisateurs métiers nous avaient sollicité, nous, équipe data, pour optimiser, pour refaire leurs requêtes, améliorer la lisibilité, la maintenabilité,
et les refaire, et aussi forcément optimiser les requêtes, parce qu'eux, ils ne sont pas très tech, et donc du coup, ils avaient fait une requête qui était très grande et plus maintenable. Et forcément, pour nous, ça a été un peu douloureux de refaire ça, parce qu'il a fallu qu'on fasse le bon découpage et l'optimisation, et tout en gardant la lisibilité. Avec un agent IA, ce qu'on va essayer de faire, forcément, ça va être de faciliter ça pour les utilisateurs métiers. Ils n'ont pas besoin forcément de connaître le SQL. En langage naturel, ils demandent leurs données, et derrière, on va essayer d'y répondre. Mais bien évidemment, tout ça, ce n'est pas magique, parce que sinon, ça aurait été trop beau et trop facile. Forcément, quand on travaille sur des agents IA, il faut faire en sorte qu'on prompte bien notre agent pour qu'il soit le plus pertinent possible. Et il y a aussi des aspects, c'est qu'il va falloir qu'on vérifie les coûts des requêtes, qu'on les monitore et qu'on voit que tout ça, ça ne coûte pas très cher. Et il faut qu'on fasse en sorte que notre modèle n'hallucine pas. C'est-à-dire que si les métiers demandent des choses mais que les réponses ne sont pas bonnes, finalement, on n'apporte pas de la valeur. Et c'est même pire que ça, c'est qu'on apporte des réponses qui ne sont pas bonnes. Et donc, l'intention initiale n'est pas bonne, et du coup, on ne fait pas ce qu'on avait souhaité au départ. Donc, et il y a aussi un détail pour les agents IA, c'est que si on propose une web app pour notre agent, il va falloir gérer l'authentification de nos utilisateurs dans cette web app. Et notre agent à l'intérieur, il va aussi avoir des notions de gouvernance, parce que des groupes d'utilisateurs 1 vont accéder à des ensembles de données, mais qui vont être différents des ensembles de données des utilisateurs du groupe B. Si par exemple j'ai des utilisateurs d'un domaine métier spécifique et d'un pays spécifique, je vais avoir des groupes d'utilisateurs clés en main pour ces données-là, mais je ne veux pas que ce groupe d'utilisateurs de la France voit les données de la Belgique, etc. Et donc ça va être important de le mettre en place. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer l'architecture globale de ce que je vais montrer dans la démo juste après. Donc, moi, je vais travailler avec un framework qui s'appelle Agent Development Kit, ADK. Qui connaît ADK ici? Ça, il y a quelques mains levées. Donc ADK, c'est un framework qui est proposé par Google, un framework open source. Et ce framework-là est un framework agentique. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer dans ce talk-là. Ce que je vais faire, c'est que ADK, je vais vous montrer le code juste après. Mon agent ADK va interroger des données dans BigQuery. Qui connaît BigQuery ici? Beaucoup de gens, donc c'est bien. Donc c'est un data warehouse, mais en gros, ce principe aurait marché avec Snowflake, ou avec ClickHouse, ou avec d'autres data warehouse. C'est que je vais accéder à mes données via un serveur MCP. Donc dans BigQuery ici, dans Google Cloud, ils ont fourni des serveurs MCP pour quasiment tous les services. On peut accéder à BigQuery, on peut accéder à Cloud SQL, on peut accéder à Google Cloud Storage, PubSub, etc. Et donc, moi, je vais avoir une facilité via un service manager. Je vais accéder via un serveur MCP directement à mes données, donc avec des MCP tools ici. Et en fait, je vais utiliser un modèle Gemini 2.5 Flash, et je vais le faire tourner sur Vertex AI. Vertex AI, c'est un espace dans GCP pour faire tourner des modèles. J'aurais pu utiliser Google AI Studio, mais pas très grave, j'utilise Vertex AI ici. Donc mes modèles vont tourner dans le cloud provider. Et donc, mon serveur MCP va me permettre d'accéder à mes données. J'espère que le schéma est assez grand. Ça va? OK. Et ensuite, ça va être bon. Ensuite, je vais montrer comment déployer mon agent. Ça, je vais vous montrer ça petit à petit. Mon agent, lui, forcément, je vais partir sur du code Python, je vais vous montrer ça. Et je vais le déployer dans un container Docker. Et ensuite, je vais le déployer en serverless dans un service qui s'appelle Cloud Run. Je sais pas, est-ce que vous connaissez Cloud Run? OK, bon, voilà, Cloud Run, c'est une façon de déployer des containers en serverless sur le cloud GCP. Et donc, Cloud Run va me permettre simplement de déployer mon agent voilà, de façon très simple et efficace. Et pour ça, j'ai un truc qui s'appelle API Server dans ADK. Je vais vous montrer ça juste après. Et ensuite, je voulais vous montrer une seconde technique de déploiement pour mon agent. Il y a un service manager sur GCP qui s'appelle Agent Engine. En gros, c'est un espace qui permet de stocker tous nos agents, et on peut les déployer, les versionner, les vérifier. Et donc, c'est un service qui est full managé pour ça. Et en plus, comme pour Cloud Run, ça scale à 0, c'est-à-dire que si à un moment, on ne demande pas, on ne travaille pas sur notre agent et qu'on n'a pas, on ne lance pas des requêtes, on n'a pas de trafic, ça va coûter 0 €. Donc, j'ai voulu vous montrer ces deux techniques. Pour Agent Engine, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas requêter les données de l'agent en call API. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un proxy ici au milieu
C'est juste un petit code qui utilise une librairie Python qui va aller tirer les données d'Agent Engine, les données de mon agent. Et ensuite, tout ça, ça va être exposé à une web app en Next.js. Je reviendrai sur la web app juste après. Donc j'ai deux back-ends. Un back-end dans Cloud Run et dans un container Docker, et un back-end dans Agent Engine, et mon front peut interroger l'agent dans un des deux back-ends. Voilà. Ce que je fais, c'est que, comme je vais avoir plusieurs images Docker dans la démo, je vais avoir une image Docker pour l'ADK API Server, pour aussi Agent Engine Proxy et la web app, je vais utiliser Dockerbake. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, j'ai donné un talk sur Dockerbake dans cette même salle. Je ne sais pas si vous connaissez Dockerbake. Mais ça va me permettre de build toutes mes images Docker d'une traite avec une syntaxe élégante et moderne en HCL. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc j'utilise Dockerbake. Et ce que je vais faire, c'est que la démo, je vais tout exécuter en local avec Docker Compose et aussi sur le cloud provider pour vous montrer un peu les deux trucs. Là, je fais un focus un peu plus sur la partie CI/CD. Je vais utiliser un outil de CI qui est serverless qui s'appelle Cloud Build. Alors, ce n'est pas le meilleur outil de CI/CD de la Terre, on ne va pas se mentir. Mais il a le mérite d'être simple et serverless, donc je peux facilement me faire une pipeline CI/CD sur le cloud GCP grâce à ça. Et ensuite, j'utilise Dockerbake pour builder toutes mes images, comme je l'ai expliqué. Je pousse mes images dans un repo privé, c'est une sorte de Docker Hub privé sur GCP qui s'appelle Artifact Registry. Donc, je build et je publish mes images à l'intérieur. En parallèle de ça, je vais déployer mon agent dans Agent Engine. Et pour ça, c'est très simple. J'ai juste à récupérer la librairie Python ADK. Et j'ai accès à une CLI, et grâce à cette CLI, je peux faire ADK API Server, et poum, ça me déploie ça dans Agent Engine de façon très simple. Donc tout ça, tous les éléments, que ce soit la web app, le back-end Cloud Run et tout ça, et le proxy Agent Engine, tout ça, ça va être déployé dans Cloud Run en serverless. Alors, pourquoi ADK? Pourquoi j'ai choisi ADK? Il y a d'autres frameworks agentiques qui sont également très intéressants. Mais j'ai exploré ADK récemment pour des clients et j'ai trouvé que c'était assez simple. Donc ADK permet d'orchestrer les agents, permet également, on peut stocker les sessions, toutes les conversations utilisateurs que nos utilisateurs vont avoir avec notre agent, on va pouvoir les stocker dans une base SQL ou dans un autre service managé. Ce qui est très bien avec ADK, c'est qu'on pourra facilement découpler le code de notre agent et l'accès à la donnée. Donc pour ça, on va utiliser des MCP tools. Parce que ADK supporte justement le fait de taper sur des serveurs MCP. Et il y a aussi un truc qui est très intéressant avec ADK, c'est que vous pouvez tester votre agent en local très simplement. Et pour ça, vous avez un web server qui est fourni par ADK, qui s'appelle ADK Web, en gros. Et grâce à ça, vous allez tester votre agent rapidement. Je vous ferai la démo juste après. Et comme je vous l'ai dit, grâce à la CLI, vous pouvez, si vous travaillez sur GCP, vous pouvez déployer ça sur Agent Engine avec une ligne de commande très très simple. Pourquoi MCP? Alors, MCP, auparavant, quand on avait un agent ADK ou un agent LangChain ou d'autres types d'agents, chacun travaillait sur son propre écosystème de tools. Donc, il y avait système de tools pour accéder au système externe ou à de la donnée externe. Le problème, c'est que chaque agent avait sa façon de développer des tools et de les intégrer. Donc, on n'avait pas une façon standard de le faire. Et donc, Anthropic a sorti le protocole MCP. Et ce qui est bien, c'est que chaque agent peut comprendre ce protocole, peut s'y connecter. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Grâce à cette standardisation, on va coder notre serveur MCP une fois, et ensuite, quel que soit l'agent qu'on va avoir, on va pouvoir s'y connecter très simplement, que ce soit LangChain, ADK ou autre. Et donc, on va pouvoir facilement découpler le code de l'agent de l'accès à la donnée. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai fait le connecteur USB-C qui est là. Donc c'est un connecteur USB-C, tout le monde peut se connecter dessus. L'architecture front, bon là c'est un peu petit, je suis désolé. Je ne vais pas rester très longtemps sur la partie front-end, mais je vais utiliser un framework front-end qui s'appelle CopilotKit. Qui connaît CopilotKit ici? Je m'en doutais parce que c'est vrai que ce n'est pas très connu. Mais CopilotKit, je vais vous en parler en gros, ça permet de faire des front-end et en langage naturel, quand on va avoir les réponses, ça va afficher des graphiques à la volée. Donc on demande des statistiques et ensuite on a des graphes à la volée. Je vais vous montrer ça dans la démo. Je vais interroger les données de la Coupe du Monde. Bon, c'est l'ancienne Coupe du Monde, hein, parce que là on a la Coupe du Monde actuelle. Malheureusement, je n'ai pas encore les données, mais je pluggerai ça là-dessus. Et je vais vous afficher des graphes à la demande. Et pour ça, CopilotKit, j'utilise CopilotKit Lite et je passe par une librairie de front qui s'appelle Richart. Et donc ce que je fais, c'est que mon agent va me retourner une structure JSON
pour dire si c'est un bar chart, un line chart ou un pie chart. Et ensuite, je vais plugger ça sur Richart et afficher ça avec CopilotKit à la volée. Je vous montrerai ça juste après. Et donc là, je vais commencer à passer à la démo. J'ai fait une petite image de Kylian Mbappé. J'espère qu'on va gagner la Coupe du Monde. Allez les Bleus. Donc voilà, c'est la casquette, le chapeau de Luffy. Donc là, je passe à la démo. Toc, toc, toc. Et donc, ce que je fais sur la démo, je vais vous montrer un peu le code. Donc j'ai préparé un projet sur IntelliJ. Et je vais commencer par vous montrer le code de l'agent, pour vous montrer vraiment le cœur du réacteur. Et pour ça, je vais utiliser un package manager Python qui s'appelle UV. Qui connaît UV ici? Ça, il y a du monde. Je le dis à l'anglaise, hein, parce que UV, bon, les gens ne le disent pas comme ça, donc je dis UV un peu à l'anglaise. Mais en gros, pour UV, ce qui va être important, c'est que je vais pouvoir déclarer toutes mes dépendances. Et donc, j'ai besoin de Google ADK, forcément. Donc, c'est le package Python qui me permet de faire de l'Agent Development Kit. J'ai besoin de Agent Identity parce que je vais déployer mon agent sur Agent Platform, qui est une plateforme dans GCP. J'ai besoin d'MCP parce que je travaille sur le serveur MCP de BigQuery. Je ramène A2A parce que c'est une librairie extra qui est nécessaire. Et je peux faire aussi du tracing avec OpenTelemetry. Et c'est directement intégré avec ADK grâce à cette librairie extra. J'utilise Google Cloud AI Platform parce que mon modèle est utilisé sur Vertex AI. Maintenant, ça s'appelle Agent Platform parce que Google a fait beaucoup de rebranding, du renaming après Google Cloud Next. Mais pas très grave. Et ensuite, j'ai des petites librairies de dev, mais qui ne me servent pas à grand-chose. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai ce répertoire route. Et là, j'ai le code de mon agent que je vais vous montrer. Je vais essayer de le zoomer pour que ce soit assez lisible pour vous. Et donc, ici, j'ai d'abord un modèle qui est Gemini 2.5 Flash. Je dois déclarer mon modèle avec ADK. Ensuite, je vais déployer ça sur un projet GCP. Donc, je déclare ce projet. Jusqu'ici, le code n'est pas complexe. Ensuite, il y a une petite subtilité, c'est que dans ADK, ou dans n'importe quel agent, on doit donner des systèmes instructions. Donc, on va prompter l'agent avec des règles métiers, des règles techniques, parce que c'est ça, ça va être le cœur du réacteur. C'est ça qui va permettre à notre agent d'être le plus pertinent possible, de ne pas halluciner, et vraiment de répondre à nos questions de façon pertinente. Voilà. Et donc, pour ça, dans la plupart des exemples que vous allez trouver sur Internet, souvent, le prompting est fait en Python directement. Moi, je trouve que ce n'est pas très lisible de le faire en Python, ce n'est pas très élégant. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé mes prompting métiers dans des fichiers Markdown bien séparés en responsabilités différentes. Et en fait, ce qui est bien avec cette approche Markdown, c'est que n'importe qui sur le projet peut faire évoluer les systèmes d'instruction de façon simple, et même des utilisateurs qui sont non-tech. Et donc ça, c'est ça qui est intéressant avec cette approche-là. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un répertoire ici où je vais définir mes prompts. Donc là, le premier truc que je fais, je dis à mon agent, toi, tu es un assistant, et tu vas travailler sur les données de la Coupe du Monde du Qatar. Je vais te poser des questions, et je vais te poser des questions sur des statistiques, et tu vas me répondre. Donc je lui donne sa responsabilité, je lui donne des infos sur le projet GCP. Ensuite, je lui donne des notions de schéma. Je travaille sur un data warehouse, et en fait, mon agent peut découvrir le schéma BigQuery tout seul, mais il dépense des tokens quand il fait ça. Donc moi, j'ai envie de faire des économies de tokens, et je souhaite qu'il soit plus pertinent. Donc je lui donne les infos du schéma de ma table raw, qui contient mes statistiques de joueurs à plat. C'est ma donnée brute. Et en fait, je lui donne ce schéma, et c'est intéressant. Et surtout, je lui donne des infos, je lui dis parfois, tu as des données comme c'est de la donnée brute qui n'est pas retravaillée, en fait, parfois, tu as des données qui sont en string, mais quand je vais te demander des statistiques, il va falloir que tu castes ces données de string vers int, parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir me faire des calculs d'agrégation, et sinon, tu vas avoir des erreurs SQL. Donc, je lui donne ces indications pour que lui soit pertinent. Voilà. Et je lui indique, parfois, tu fais des safecasts pour t'en sortir. Et je lui donne un exemple, je lui dis, tu peux faire un safecast sur un champ qui s'appelle goal scored, c'est le nombre de buts marqués. Donc, tout ça, je le mets dans l'ordre, et après, j'ai un petit query workflow. Et ce query workflow, comme j'utilise le serveur MCP de BigQuery, je lui dis, tu as des méthodes que tu peux interroger, tu as la partie table info que tu peux aller chercher, tu as un execute SQL qui va te permettre d'exécuter ta requête dans BigQuery, et dedans, tu as un champ project ID et query que tu peux exploiter. Et je lui dis, ta table, tu peux l'interroger comme ça, et il faut vraiment que tu spécifies ce pattern-là avec projet, dataset, parce que sinon, ça ne va pas bien fonctionner. Et donc ça, c'est des infos que je lui donne pour qu'il soit pertinent. Ce que je fais après, c'est que comme je fais des calculs d'agrégation
par équipe. Souvent, je lui dis, donne-moi les meilleurs buteurs de la France, de l'Argentine, de que sais-je, de n'importe quelle équipe. Je lui dis, il y a un champ dans ma donnée brute qui s'appelle nationalité, et tu peux faire un filtre dessus pour filtrer sur le pays concerné et faire tes statistiques dessus. Donc c'est important de lui donner ces infos pour que lui soit pertinent. Ensuite, j'ai des règles métiers. Par exemple, je vais pouvoir calculer si le style d'une équipe est offensif ou pas. Est-ce qu'une équipe a marqué beaucoup de buts, donc elle a un style offensif, ou est-ce qu'elle est moyenne dans ses stats? Est-ce que mon gardien de but est un gardien de but élite parce qu'il est très fort, il fait des arrêts et puis il ne laisse pas passer les buts, ou est-ce que c'est un gardien qui est moyen? Et donc voilà, c'est des petites règles que je passe. Et ensuite, j'ai la partie visualisation qui est très importante, je vais vous montrer. C'est que là, je vais dire à mon agent, je veux que les réponses soient avec ce format-là. Donc c'est un objet JSON, et dans cet objet-là, il va falloir, j'ai défini mon propre objet qui dit, soit la réponse par rapport à ta question, ça va être un bar chart, un line chart ou un pie chart. Je lui donne de l'intelligence dans le prompt pour que lui puisse comprendre par rapport à la question quel va être le type de graphe le plus pertinent. Et à l'intérieur de cet objet, j'ai un bloc data, et dans ce bloc-là, je vais avoir ma liste d'éléments de données qui, elle, va être passée à l'objet graphique qui s'appelle Richart et passée à Copilot Kitlite. Et ensuite, je vais afficher mes graphes à la demande. Donc, c'est important que je lui donne ces éléments. Et ensuite, je lui donne des règles ici. Je lui dis, voilà, pour certains types de calculs, ça va être un bar chart ou un line chart ou un pie chart. Et je lui donne plein de prompts. Comme ça, lui, il est le plus pertinent possible. Et comme ça, il n'hallucine pas. Donc ça, c'est fait sur la partie prompt order. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai une fonction Python qui va charger tous mes fichiers Markdown et les passer à mon agent ADK. Donc, je vous montre ça petit à petit. Il y a aussi un truc, c'est que j'ai une petite fonction qui va me permettre de récupérer l'URL du serveur MCP BigQuery. Et ça, c'est très simple. J'ai un display name qui est là et je peux le faire. Donc, je passe parce que ce n'est pas la peine de rester trop longtemps dessus. Et ensuite, dans le code de l'agent, j'ai juste à instancier cet objet qui s'appelle Agent Registry. Parce que Agent Registry, c'est l'espace qui permet d'aller interroger mes données via serveur MCP. Donc, j'utilise cet objet via ADK. Je fais un resolve MCP server. Et ensuite, je fais juste un toolset pour avoir des MCP tools. Et ensuite, je les passe à ADK. Et ADK utilise BigQuery et mon data warehouse comme MCP toolset. Et donc, vous voyez, le code est vraiment très simple. Il n'y a pas beaucoup de lignes de code en réalité. À la fin, je vais retourner un objet qui s'appelle LLM Agent avec ADK. Je vais lui dire le nom de ton agent, c'est ça. Ta description, c'est ça. Tes systèmes instructions, c'est les markdowns que je vous ai montré juste avant de façon séparée et modulaire. Et ensuite, je lui passe les fameux toolsets ici, à l'intérieur. Et on est bon. Une fois que j'ai fait ça, le code de l'agent est terminé et on est bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer un petit truc. Pour packager ça dans Docker, c'est très, très simple. Alors, on a une image de base qui s'appelle UV Bookworm Slim. Vous pouvez l'utiliser, elle est très simple. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais installer mes packages dans mon container Docker. Et à la fin, je vais avoir du multistage build parce que j'ai envie d'avoir une image petite, mais ça, c'est plus parce que je suis puriste côté Docker et que j'ai envie d'avoir des images sécurisées et petites. Le plus important là-dedans, c'est de se dire qu'à la fin, dans mon container Docker, j'ai juste besoin de faire ADK API Server et automatiquement, ça va me déployer mon agent ADK en tant qu'API avec un Fast API intégré et natif. Et donc ça, c'est directement proposé par Google sur le projet ADK. Une fois que j'ai fait ça, comme je l'ai expliqué, j'ai aussi un Dockerfile sur la partie web app. Je ne vais pas forcément rentrer là-dedans pour gagner du temps. Et j'ai aussi, dans l'architecture que je vous avais montré, j'ai un petit proxy qui va me permettre, pour l'autre backend qui est Agent Engine, j'ai un proxy qui va me permettre de tirer la donnée et de la ramener au front. Je vous montre un peu vite fait le code, mais ce n'est pas trop important. On pourra en reparler après le talk si vous voulez. Mais voilà, il y a des librairies Python qui permettent de le faire et de retourner la réponse. Très bien. Comme ça, on est bon. Pour déployer mon agent dans Agent Engine, comme je vous l'ai dit, une fois que vous prenez la librairie ADK, c'est très simple, via la CLI d'ADK, de faire ADK deploy Agent Engine. Donc, c'est managé, c'est full managé. Et ça déploie mon agent ADK que je vous ai montré juste avant dans un espace managé, un service managé de GCP, et ça fait très bien le taf. J'ai juste besoin de lui donner un agent dir et c'est terminé. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que forcément, pour orchestrer mes builds, comme je vous l'ai dit, je vais utiliser Docker Bake. Et grâce à Docker Bake, je vais avoir une syntaxe élégante. Je vais avoir une target pour mon agent ADK, une target pour mon proxy.
et une target pour ma web app. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est très très simple. Et ensuite, j'ai juste une ligne de commande qui va build toutes mes images Docker, Docker build xbake, et c'est terminé. Et donc, ce que je fais pour me faciliter un peu la vie, j'ai un petit Docker Compose qui, lui, va me démarrer toutes mes applications en local. Comme ça, je vous fais une démo en local pour commencer, c'est assez simple, c'est assez confortable. Et donc, mon Docker Compose prépare ma web app avec Copilot Kit, mon agent, et on est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un Docker Compose up et espérer que ça me fonctionne. Et donc là, ça m'a déployé mes applications. Il y a aussi un truc, c'est que, comme je l'ai expliqué, ADK peut se tester facilement avec ADK Web. C'est un petit web server qui est directement intégré à ADK, et vous pouvez le tester en local, et ça c'est intéressant. Donc je l'ai déployé dans mon Docker Compose également. Et donc, j'arrive dans une petite interface, je vais zoomer l'écran pour que ce soit assez lisible pour vous. Et donc, j'arrive en local sur ADK Web. Et moi, je l'ai fait dans Docker, mais vous n'êtes pas obligé. Vous avez juste un UV, vous faites la commande UV run ADK Web, ça déploie votre web server en local, vous pouvez tester ADK très simplement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais aller prendre des prompts que j'ai préparés un petit peu dans mon README. Donc là, je vais prendre les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde et espérer que je n'ai pas d'effet démo ici, en espérant que la connexion Internet soit assez rapide. Mais normalement, là, en local, je vais directement interroger mes données BigQuery via serveur MCP et répondre à la question. Là, vous le voyez, l'agent est en train d'exécuter du execute SQL. On l'a vu travailler avec le serveur MCP. Et là, ça retourne l'objet JSON que je vous avais montré juste avant dans mon prompt. Donc là, c'est un bar chart qui est récupéré là. Bon, là, je n'ai pas la partie graphique parce que c'est juste ADK Web. ADK Web, il n'y a pas de graphique, quoi. C'est juste pour du testing ADK Web. Il ne faut pas aller en production avec. Donc, vous testez votre prompt. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez accéder aussi au tracing avec ADK. Vous pouvez voir tous les appels de l'agent et les appels faits par le LLM. Et donc ça, c'est intéressant si vous voulez faire du tracing et vérifier ça en local avant d'aller en production. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer ma web app Copilot Kit. Je la zoome. Et je vais poser la même question. Donc là, j'espère que je n'aurai pas d'effet démo, mais normalement, ce qui va se passer, c'est que je demande ma donnée. Et ce que ça va faire, c'est que normalement, ça va me retourner un bar chart, comme la réponse vous l'a montré. Et ça va m'afficher normalement mes graphes à la demande. J'ai un petit peu de lenteur. Ah bah voilà, regardez. Ça a marché. Vous trouvez ça sympa ou pas? En tout cas, je vais dézoomer. Voilà. Je vais refaire ça. Voilà. Donc là, en fait, j'ai les meilleurs buteurs de la Coupe du Monde. J'ai Kylian Mbappé qui a 8 buts. On applaudit? Non, on n'applaudit pas. Je rigole. Voilà. Et on a Lionel Messi qui a 7 buts. Et on a Julian Alvarez de l'Argentine qui a moins de buts. Donc vous voyez, j'ai demandé ma question en langage naturel à ADK. Et ensuite, ma web app, elle m'affiche ça en graphe. C'est quand même intéressant parce que nos utilisateurs métiers sont friands de ça. Enfin, ils aiment bien cette approche un peu graphique, vous voyez, de se dire, OK, c'est pas juste de la réponse langage naturel, mais c'est aussi des graphes qui sont demandés à la demande. Donc ça, c'est une approche qui est intéressante et un peu visuelle. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'autres prompts. Je vais comparer Mbappé et Messi sur 90 minutes sur différentes stats, parce que c'est sûrement les deux meilleurs joueurs de la précédente Coupe du Monde. Et pour vous montrer que normalement, l'agent peut justement faire des comparaisons un petit peu plus complexes. Après, bien évidemment, ces composants graphiques, on peut les faire évoluer un peu plus. Alors là, je vois quand même que j'ai certaines lenteurs. Donc je vais quand même exécuter le Cloud Run en parallèle pour gagner du temps. Voilà. Donc là, j'ai quand même mes réponses qui sont arrivées. Et donc, je compare Messi et Mbappé sur différentes stats. Là, je lui dis, bah, tu as les buts, tu as les passes décisives et tu as les dribbles. Donc, on voit que c'est intéressant. Après, je vais faire un dernier prompt, histoire 2. Voilà. Hop. Bah, comme on est à DevLille, bah, je voulais faire un petit prompt par rapport au LOSC, quoi, pour vous dire bah, quels sont les joueurs du LOSC qui ont joué à la Coupe du Monde du Qatar, enfin la dernière Coupe du Monde. Et pour ça, bah, normalement, vous allez voir, il y a 2 joueurs qui ont joué. Et puis je lui dis, bah, OK, tu me récupères les joueurs du LOSC, mais tu les compares avec Mbappé, histoire 2, quoi. Voilà, pour voir s'ils ont performé ou pas. Et donc, ce que je fais, c'est que bah, je zoome un petit peu. Et là, on voit que bah, j'ai Timothée Weah et Jonathan David qui jouaient au LOSC à ce moment-là et qui ont joué la Coupe du Monde. Et donc, très très bien. Vous êtes content des stats des joueurs du LOSC? Non? OK, non, c'est pas... je rigole. Donc voilà, bon là je vous ai montré quelques prompts et au moins vous avez interagi avec Copilot Kit. Et maintenant, ce qui va être bien, je vais vous montrer
Dans le talk, j'ai parlé de déployer l'agent dans un service managé et un espace qui s'appelle Agent Engine. Et ça, c'est dans un service qui s'appelle Agent Platform de GCP. Dans Agent Platform, ça a remplacé Vertex AI en gros. Et dedans, vous pouvez déployer tous vos agents. Et ce qui est bien avec Agent Engine, c'est que vous pouvez versionner vos agents, vous pouvez les tester. Et pour ça, j'ai un onglet qui s'appelle Playground ici. Et je peux lui reposer la question ici. Voilà, quel joueur de Lille, etc., etc. Et ensuite, je peux tester mon agent très simplement. J'ai ADK Web pour le tester, mais si je travaille sur Agent Engine, je peux également tester mon agent directement dans ma console. Et ça, c'est quand même une approche qui est assez intéressante. Et là, vous voyez, j'ai mon petit objet JSON. Alors, je ne sais pas si c'est assez zoomé. Alors, je vais dézoomer, hop. Et donc, voilà, on voit quand même que ça fonctionne sur les différentes démos. Je vous ai parlé de Cloud Run. Cloud Run, c'est un petit espace dans GCP pour déployer des containers en serverless et ça scale à 0. Et donc, j'ai aussi déployé ma Web App Copilot Kit dans Cloud Run. Elle est là. Et là, c'est pas très grave. On n'a pas besoin d'attendre. C'est juste pour vous dire que là, tous mes outils ont été déployés en serverless et ça fait le travail. Et je ne vais pas attendre pour gagner du temps. Et pour ça, j'ai déployé tout ça avec un script CI/CD avec Cloud Build. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, j'ai une étape qui build toutes mes images Docker avec Docker Bake. J'ai une étape qui me déploie dans Agent Engine mon agent ADK. Et ensuite, j'ai une étape qui déploie mes autres services dans Cloud Run via une commande qui s'appelle gcloud run deploy. Et le tour est joué. Ma CI n'est pas très complexe. Voilà. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour de ça. Je vais revenir dans mes slides pour avancer un peu sur la démo et conclure. Et donc, mes slides étaient là. Il y a aussi un détail dont je voulais vous parler, c'est que quand vous travaillez sur ADK ou d'autres agents, vous avez la possibilité de tester votre agent avec des modèles en local. Pourquoi je vous montre cette approche-là? C'est qu'on est dans un monde, forcément, où les agents, c'est très intéressant, mais les modèles coûtent cher en token. Ils peuvent coûter cher en token. Et donc, ça va être important, parfois, d'avoir des mécanismes qui vont permettre de tester nos agents en local. Et pour ça, je vous montre un peu un schéma d'architecture, où en gros, ce que je peux faire, c'est qu'avec Docker Model Runner, via OpenAI, je peux récupérer un modèle Gemma, par exemple, un modèle Gemma 4, en local. Et ensuite, je peux plugger ADK avec quasiment le même code que j'ai utilisé avec Gemini que je vous ai montré avant. C'est quasiment le même code. J'ai juste à changer mon modèle entre Gemini versus Gemma. Et ensuite, le tour est joué. Ça fonctionne sans dépenser de token. Et donc, ça va être gratuit pour vous. Donc ça, c'est une approche, je pense, dans le futur qui va être très intéressante, qui est déjà d'actualité, mais qui va l'être encore plus dans le futur. Donc je voulais quand même vous le montrer, la même architecture, sans dépenser un centime de token. Vous pouvez tester votre Talk to My Data NL2SQL facilement avec un modèle local, sans dépenser de l'argent. Et ça, dans les équipes, ça permet de faire des économies. Ce que je vous ai montré dans le talk, c'est qu'on peut faire des systèmes instructions modulaires, et je vous recommande de le faire, parce que forcément, au lieu d'avoir du code Python en prompt qu'on donne à ADK, si on veut avoir de la lisibilité, si on veut avoir de la séparation en responsabilité, c'est quand même mieux d'avoir des markdowns bien nommés. Et c'est plus lisible, plus évolutif. Et il y a aussi un détail dont je ne vous ai pas parlé, c'est que dans ADK, quand on va changer nos systèmes instructions, on peut avoir des régressions de modèles, forcément, hein, comme tout agent et tout modèle sous-jacent. Et on a un mécanisme dans ADK qui s'appelle les Golden Datasets. C'est comme des tests unitaires qu'on peut exécuter dans ADK pour vérifier que notre modèle n'a pas de régression. Et je peux, à la fin du talk, vous faire un tour dans Golden Dataset pour vous montrer un peu comment moi je l'ai codé. Ça peut s'exécuter dans un PyTest, ça peut s'exécuter dans une CI/CD, et donc à chaque changement de prompt, vous vérifiez que vous n'avez pas de régression de modèle, et ça c'est intéressant. Chez un de mes clients, on veut même donner la possibilité à nos utilisateurs métiers de changer les instructions métiers via une web app, parce que c'est intéressant pour eux de faire évoluer ça. Par contre, le revers de la médaille, c'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir des régressions de modèles. Et donc, c'est pourquoi les Golden Datasets sont importantes là-dessus. Un détail, c'est que, je n'ai pas parlé de RAG dans le talk, parce que là, ça suffisait d'avoir des systèmes d'instruction. Mais parfois, si on veut travailler sur des glossaires métiers ou sur des données assez volumineuses, et que notre agent le prend en contexte, on peut avoir un RAG pour ça. Et ça va être très simple, notre RAG va être utilisé en tant que MCP tool, comme je l'ai montré avec BigQuery, on va l'intégrer avec ADK et terminer. On peut avoir des données de RAG récupérées vraiment très simplement.
Un aspect dont je voulais vous parler. Quand on va aller en production sur des architectures Natural Language to SQL, ce qui va être important, c'est de faire de la validation. Là, je ne l'ai pas trop montré pour des raisons de simplicité, mais dans la vraie vie, en production, ça va être très important de faire de la validation technique, de vérifier les syntaxes des requêtes SQL. On a un truc dans BigQuery qui s'appelle le dry run. Le dry run, comme dans d'autres data warehouse potentiellement, ça permet, via une requête, de dire combien va me coûter cette requête, parce que dans BigQuery, les coûts sont à la requête. Et donc, dans l'agent, on peut utiliser du dry run pour vérifier ce que ça va coûter. Et on va aussi, bien sûr, faire de l'observabilité et on va monitorer les coûts. Et potentiellement, si les coûts sont trop chers, on va lever des alertes pour dire attention, OK, on vous a donné l'outil, mais là, il y a une utilisation qui fait que c'est un peu cher. Aussi, un aspect, c'est qu'on peut faire du contrôle déterministe sur nos requêtes. Parfois, on ne veut pas avoir des requêtes de delete, et ça, on va l'indiquer dans notre prompt. Par contre, ce qui va être très important, c'est que ça ne suffit pas de faire ça dans l'agent. Notre système sous-jacent, qui est GCP et BigQuery ou n'importe quel data warehouse, on va gérer de la permission IAM pour empêcher de faire des deletes, parce que ça va être très important. Donc ça, c'est la validation métier. Maintenant, forcément, c'est bien d'avoir une validation à un moment donné par un humain, ce qu'on appelle le human in the loop. Et en fait, le truc, c'est que le problème, c'est que parfois, on peut avoir des ambiguïtés, on peut avoir des hallucinations, et donc ça va être important d'avoir une validation métier à un moment donné. Et pour ça, en fait, ce qui va être bien, c'est qu'au moment où on va poser la question, on peut se débrouiller pour afficher la réponse métier en langage naturel, parce que si on la donne en SQL, malheureusement, les utilisateurs métiers ne connaissent pas trop SQL, et donc, malheureusement, ils risquent de ne pas comprendre. Et donc, on peut leur proposer des mécanismes de réponse métier en langage naturel. On peut même avoir un autre LLM qui fait une prévalidation avant la validation humaine, ce qu'on appelle LLM as Judge, pour se blinder le truc, avec un autre LLM avec d'autres contextes. Et ensuite, une fois que l'utilisateur métier valide, là, la requête SQL est exécutée dans le data warehouse, parce qu'on ne veut pas dépenser de l'argent pour rien, on veut que ce soit assez pertinent, on veut responsabiliser les gens, on leur donne un outil, mais on veut quand même que cet outil soit bien utilisé, donc il y a une acculturation à ce niveau-là pour nos utilisateurs métiers. En production, ce qui va être très important, comme toute application, il va falloir faire de l'observabilité, il va falloir monitorer tout ça. Comme je l'ai dit, dans ADK, on peut stocker nos sessions utilisateurs, donc on peut aller vérifier un peu des comportements et les questions types un peu à gauche à droite. On peut essayer de détecter des hallucinations aussi, parce que ça peut arriver forcément. Et si on a des hallucinations, il va falloir les détecter et améliorer notre modèle sous-jacent. Il va falloir faire des contrôles de coûts également, parce que le data warehouse est puissant et permet de récupérer de la donnée sur des volumes importants, mais ça va être important de vérifier les coûts et que si les coûts dépassent des quotas, potentiellement de lever des alertes, et ça c'est important. On peut faire de la gestion d'erreurs dans notre agent, on peut faire des fallbacks, et comme je l'ai expliqué avant, il y a aussi du tracing, bien évidemment. ADK peut faire du tracing, et grâce au tracing, on peut vérifier les parcours et vérifier si le parcours est normal ou pas par notre agent, pour détecter des hallucinations. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, quand je vais proposer ma web app Copilot Kit, il faut que j'ai mes utilisateurs qui se connectent à ma web app puissent être authentifiés, mais à l'intérieur de l'agent, j'ai de la gouvernance à faire. J'ai des groupes d'utilisateurs qui peuvent accéder à des ensembles de données et pas d'autres, et vice-versa pour d'autres groupes d'utilisateurs. La gouvernance est très importante en production. Pour ça, on a de la protection. On peut faire des accès par rôle, IAM. Donc, un viewer, tu n'es que viewer de ta donnée, et tu ne peux pas la supprimer, par exemple. Et en plus de ça, on peut faire de la séparation. On peut faire, dans le jargon de BigQuery, des datasets d'exposition. Et après, on peut aussi, dans ce dataset d'exposition, filtrer par ligne avec des raw access policy. Mais là, voilà, c'est des mécanismes qui vont permettre de gérer la gouvernance et l'accès à la donnée, parce qu'il ne faut pas que ce soit open bar. Et aussi, comme je l'ai dit, le stockage des sessions. On peut les stocker, les sessions ADK, les conversations, dans des bases SQL. Et il y a Cloud SQL dans GCP. Et même dans Agent Engine, on peut stocker également les sessions. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que forcément, dans ce talk, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que les agents permettent de démocratiser l'accès à la donnée. Donc ça, c'est intéressant. On peut accéder à la donnée plus rapidement. On peut apporter de la valeur à nos utilisateurs métiers. Et donc là, on est très content. Par contre, il y a un vrai défi en production, c'est que tout ça, il faut que ce soit fiable, il faut que ce soit monitoré, il faut qu'il y ait de l'observabilité, il faut qu'on puisse détecter des hallucinations, il faut rejouer les golden datasets pour justement éviter qu'on ait des erreurs. Et ce que je vous ai montré, c'est que ADK est assez simple d'utilisation.
avec du serveur MCP, ça simplifie encore votre workflow agentique. Et parfois, vous pouvez tester votre agent en local sans consommer de tokens, ce que je vous recommande pour économiser de l'argent, parce que franchement, des modèles Gemma, parfois, vont suffire pour faire du talk to my data. Et avec du bon prompting, ça fait quand même le travail. Donc ça, c'est assez intéressant. Et là, je vous partage une slide avec le repo GitHub. Vous pouvez le cloner, il y a tout dedans. Il y a la web app, il y a le code de l'agent ADK, il y a toute la partie déploiement. Enfin, vous pouvez vraiment jouer avec, me faire des feedbacks, enfin, n'hésitez pas. Un QR code pour les slides, comme ça, vous avez accès aux slides, il y a tout dedans. Vous pouvez déjà le scanner. Et un QR code de feedback. N'hésitez pas à me faire des feedbacks pour me permettre de m'améliorer. Et puis, on est content aussi quand on interagit avec vous tous. Et forcément, ça nous fait plaisir aussi d'avoir des feedbacks de votre part pour grandir et avancer. Je vous laisse une seconde, comme ça, vous pouvez scanner le QR code si vous voulez. Et ensuite, alors avant de conclure, je vais vous montrer vite fait le format des Golden Datasets, si j'ai le temps. Il est là. Alors, les Golden Datasets, comme je l'ai dit, ici, on a un petit format. Moi, je l'ai fait en YAML, mais on n'est pas obligé. Je peux faire des questions types et avoir des réponses types. Voilà. Et donc ça me permet en gros de vérifier que je n'ai pas de régression de modèle. Et c'est important, les Golden Datasets. Voilà. Je reviens ici pour conclure. Et normalement, merci à tous. Voilà, je vous remets le QR code de feedback ici et certains QR codes si vous voulez les scanner. N'hésitez pas. Et puis merci à tous et merci d'être venus à ma session. C'était un vrai plaisir pour moi d'être là. J'ai adoré. Merci beaucoup. Merci.